Bonjour Laurent, merci d'être ici. Bienvenue à cette quatrième et avant-dernière grande rencontre du Prix du Livre. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce matin pour parler de votre premier roman, Au cœur de la bête, paru aux éditions d'en bas en mai dernier. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petits mots sur vous. Vous me corrigerez si je me trompe, Laurent. Vous êtes né à Saint-Imier, vous avez étudié plein de choses, mais notamment les littératures francophones, anglophones, la linguistique, la traduction, ceci dans plusieurs universités en Suisse et ailleurs. Et puis en parallèle à vos études, je crois que vous avez eu de nombreuses autres activités professionnelles. Alors, mis à part l'abattoir dont on va parler, est-ce qu'une expérience professionnelle vous a marqué plus qu'une autre? Ouais, bon, il y en a eu beaucoup, c'est vrai. J'ai toujours, eu un intérêt pour, gagner sa vie, heu, pour, pour les métiers divers, que ce soit dans des métiers plus manuels ou dans des métiers plus intellectuels. J'ai beaucoup d'intérêt pour le travail en général et puis bon, aussi j'ai fait le choix de payer mes études, en tout cas la deuxième partie, sans aide financière et puis ça a été intéressant. Je pense que j'ai appris tout autant en travaillant, par exemple, mon premier job quand je faisais le bachelor à Fribourg, c'était un job au McDo et je pense que j'ai appris beaucoup là, c'était assez incroyable, hem, de travailler, déjà, heu, dans des horaires, pas forcément évidents, mais avec des gens qui avaient pas mal moins de chance que moi et j'ai remarqué au niveau du rapport avec les managers, à quel point j'avais un traitement de faveur en tant qu'étudiant. J'avais le droit de dire: «Ah non, mais moi le week-end, je préfère rentrer, dans mon Jura natal, aller voir ma famille. Pendant la pause midi, non, je suis désolé, je peux pas venir faire, vite 2 heures» et on m'a engagé quand même. Alors qu'il y avait, je me rappelle une mère célibataire, congolaise, qui devait faire les fermetures, des fois à minuit, enfin travailler jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Et elle avait pas le choix et on lui demandait pas, voilà: «Qu'est-ce que vous faites avec votre enfant?» Heu, donc voilà, des traitements de faveur, des rapports de pouvoir, en fait, tout simplement dans le travail, dans la production, heu, dont on peut profiter plus ou moins en étant dans des situations confortables. Après, voilà, enfin voilà, le travail, ça m'intéresse beaucoup, ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, enfin, après vos études, vous avez décidé de vous lancer dans un travail un peu plus terrien. Je crois que vous êtes jardinier actuellement, c'est juste? Oui, c'est juste, ouais, je suis jardinier, paysagiste, élagueur, voilà, indépendant. C'est quelque chose que je pratique depuis déjà 12 ans, donc c'était un job que j'ai fait quand j'étais, après le bachelor, j'ai fait plusieurs années autre chose et puis après j'ai continué, ouais, j'ai toujours eu de la peine à me dire: «Ah ouais, je vais devenir une tête ou je vais devenir un corps» et je crois que j'avais envie d'essayer de faire un peu les 2 et ça a pris du temps, hein, peut-être que je finis ma formation, cette année, voilà. Et à côté de Bien ça, vous écrivez et vous traduisez. ouais, du coup, oui, ouais, prochain ouvrage, ça va être une traduction et puis, ben, ouais, peut-être que ouais, heu, ouais, peut-être que je trouverai le temps d'écrire autre chose pendant l'hiver, mais là, une traduction qui va être publiée, au printemps-été prochain. Alors rentrons un petit peu dans ce livre, Au cœur de la bête. Dans ce livre, dans ce roman, vous nous racontez l'expérience d'un jeune homme, Arthur Jolissaint, qui a fait des études de philosophie et qui décide d'aller travailler pendant 6 mois dans un abattoir de campagne. Alors pour rentrer dans ce livre, et comme habituellement c'est samedi, j'aimerais vous proposer de lire les presque toutes premières pages, les pages 14 et 15. Merci beaucoup. Très bien. Hem Un cube en tôle borde la route qui mène au village. La trace d'une automobile est déjà presque comblée par la neige. Il est 3h12 du matin. Du côté de la route, le bâtiment n'a pas de fenêtre. Sur le petit côté, une rampe est surmontée de grandes barrières. Ça doit être là. Il flotte une vague odeur de fumier et de sang.
Sur la face cachée à la route, quelques ouvertures dans la tôle éclairent le parking, et par-delà, un bois sombre. Il y a 2 grandes fenêtres, une petite porte et une porte cochère, entr'ouvertes, dont sortent de la lumière et de la vapeur aussi par l'entrebâillure. Des cris de porc échappent de l'usine, étouffés, leur réverbération mélangée au bruit des machines. Je me demande dans quoi je mets les pieds. J'entre dans la lueur de la porte piétonne. Bonjour. Maintenant je distingue mieux les cris du bruit des compresseurs et de la ventilation. J'attends dans les odeurs tièdes où se mélangent porcherie, boucherie et hôpital. Arrive une dame casquée de blanc beauté. Elle porte une polaire grise et des lunettes aux branches tachetées de violet. Je vais chercher quelqu'un, dit-elle. Vous pouvez déjà vous changer, laisser vos chaussures ici, prendre des habits, des bottes et une charlotte pour les cheveux. Une charlotte, ah tiens, comment cuisine. J'attrape des pantoufles en plastique sur une étagère d'acier, j'y laisse mes chaussures et entre sur le sol rouge du vestiaire. Des casiers, un banc d'acier, un présentoir pour les bottes, une autre étagère d'acier. Je me serre dans les piles de vêtements rouges et les pose sur le banc. Je retire ma veste. Je regarde d'un côté la porte ouverte et de l'autre l'embrasure sans porte. Puis je retire mon t-shirt dans le froid. De mon torse se dégage l'humidité chaude de la vie. J'apparais blême dans la lumière des néons, osseux, un peu frêle pour l'abattoir. On ne me garderait pas pour la viande. Vigoureux tout de même, étonnamment vivant. Je passe un polo rouge dont j'apprécie la chaleur sèche. Il y a un confort à être rentré quelque part après le froid et la neige. Un abattoir pour un humain, c'est peut-être mieux que pas de maison du tout. Je me sèche les joues et les oreilles avec le polo, les cheveux, derrière les oreilles. Je regarde autour de moi et retire mon pantalon en reposant les pieds dans les pantoufles en plastique, puis passe le pantalon et repose les pieds dans les pantoufles. Le pantalon rouge m'est trop grand, comme le polo. À la campagne, je suis un petit gabarit. Je me dirige vers les bottes. Dans le relief des semelles demeurent quelques brins de paille, un fil de graisse, sur les chevilles des ombres de sang. À 2 doigts, je saisis une botte par le talon et la pose par terre, puis l'autre. Je les enfile. Depuis des mois que je me prépare à cette histoire, me voici arrivé au moment de vérité. Je me demande ce que diraient les anciens collègues au centre d'accueil. Je tiens mes promesses d'aller voir, de m'y frotter, mais déjà je pue et je comprends leur regard dégoûté, au mieux incrédule. Sans le dire, ils disaient « Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici ?» Comme on me l'a demandé, je me lave les mains avant d'entrer. 2 giclées de savon, je frotte, puis j'ouvre le robinet à rallonge comme à l'hosto avec le coude. En relevant les yeux, je me vois dans le miroir. C'est tout toi. Avec un demi-sourire, je pose les bottes dans le bain de pied et passe les mains dans le jet d'alcool. Je fais tourner le tourniquet, tire la porte coulissante où il est écrit « Isolir Türen ». Merci beaucoup, Laurent Voisard, pour cette mise en bouche. Alors, Arthur Jolissaint, est-ce qu'on peut dire que c'est votre alter ego? Vous avez vous-même vécu cette expérience de l'abattoir. Oui, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup, un peu un télo ouvrier comme ça. Et comment ça vous est venu, cette idée d'aller travailler dans un abattoir? J'imagine que... Est-ce que c'est quelque chose qui vous accompagne depuis longtemps? C'est en effet, ouais, ça m'accompagne depuis longtemps. En sortant du bachelor, j'avais décidé d'aller travailler dans un endroit où j'ai rencontré quelqu'un qui était profondément marqué par l'abattoir. Donc cette rencontre-là date de 2011 peut-être. Voilà, 13 ans plus tard, un livre est là. Mais donc ouais, au moins 13 ans. Après, ouais, il y a eu d'autres choses, d'autres intérêts croisés, d'autres moments. Ça fait longtemps que ça m'intéresse, ouais. Et juste pour repréciser pour le public, c'était il y a déjà quelques années, cette expérience. Vous venez pas de la faire. Non, ouais, ça fait 6 ou 7 ans, ouais. Et quand vous avez commencé, est-ce que vous saviez que vous alliez écrire un livre? J'avais l'intention d'écrire quelque chose. Je savais pas quel genre de livre ça serait ou si ça serait un livre ou autre chose.
Mais ouais, j'avais l'intention d'aller voir, d'aller me frotter à ce monde-là et puis quelque part après d'en retirer quelque chose. C'était ouais, encore au niveau de l'intérêt, ben, c'était un intérêt que, qui s'est croisé avec d'autres choses. Donc je parlais de l'intérêt pour le travail, l'intérêt pour la matière. Voilà, on dit qu'on vit dans un monde matérialiste, mais du coup, le matérialisme, ça serait le mépris de la matière, peut-être, le mépris des gens et de ce qui vit comme si c'était de la matière aussi. Enfin, les- cette, ce rapport aux ressources humaines, la production animale. Voilà, j'avais envie de m'intéresser à ça, j'avais envie de m'intéresser à la production, du coup. Et puis ouais, c'était un lieu où se croisaient vraiment des réflexions que je trouvais importantes sur l'écologie, sur notre rapport au vivant. Euh, ouais, le rapport au vivant dans le sens de vraiment euh, ouais, une écologie, ben là où la bête, par exemple, est au croisement de la nature et de la culture, enfin la bête domestiquée, et puis quelque part aussi à quel point l'humain est proche de la machine dans cette usine ou proche des animaux dans l'élevage. Donc, il se concentrait un petit peu toutes ces questions-là dans l'abattoir. Et puis, en plus de ça, évidemment, notre rapport à la mort et notre rapport au visible et à l'invisible, avec ces murs, cette espèce de boîte noire qu'est l'abattoir, où parfois des militants et militantes antispécistes rentraient et faisaient des vidéos, mais ça donnait un point de vue qui était parfois trop partial sur l'abattoir. Et je me demandais du coup quel serait le point de vue des gens qui travaillaient là, des ouvriers et des ouvrières. Donc voilà, toutes ces questions de travail et d'écologie, quoi. Mmh. Effectivement, hein, dans cet, abattoir, alors c'est un abattoir de campagne d'ailleurs, faut le préciser. Ce n'est pas un abattoir industriel. Du coup, il y a quand même une forme plus humaine finalement dans ces abattoirs de campagne. Oui, l'abattoir de campagne offre des points de vue un peu croisés sur la grosse industrie et sur l'artisanat. Donc je pensais que c'était intéressant d'aller dans une structure de taille moyenne où on pouvait à la fois vivre, si on veut, un peu comme à la ferme, hein. Il y a ce documentaire de Jacqueline Veuve qui s'appelle Le panier à viande, qui se passe à la ferme du désert, ici à Lausanne, en 1966. Euh, Très intéressant, avec un commentaire de Jacques Chesset, du coup, qui parle de comment on tue un porc à la ferme. Et évidemment, ben, un animal, il a une signification qui est profondément différente de quand il y en a 150 par jour, comme je raconte dans le livre, c'est plus ou moins la taille de cet abattoir-là, ou quand il y en a 5000 par jour, comme c'est le cas dans des grands abattoirs typiquement Danish Crown, la couronne du Danemark. Ils portent bien leur nom, eux. Voilà, les joyaux de la couronne qui tuent 15 millions de porcs par an, et dans des abattoirs où ils en tuent souvent 1,5 million par an, dans une dizaine d'abattoirs où c'est concentré au Danemark. Donc voilà, quand on tue 5000 porcs par jour, qu'est-ce qu'on devient en tant que personne? Parce c'est encore des personnes, des fois, pas toujours, hein, des fois ils gazent les porcs aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on doit être soi-même une des quelques personnes qui tuent ces 5000 porcs à la chaîne, ou alors qui les désosse à la chaîne? Qu'est-ce qu'on devient quand on est un maillon tout petit qui effectue une partie toute petite de cette tâche? Et à l'inverse, comment est-ce que ça a un sens différent quand on est voilà, un boucher, parce que c'est souvent un boucher, un homme, un boucher de campagne. Il y a aussi des bouchères, hein, mais il y en a pas, il y en a moins. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on est un boucher de campagne qui tue un animal? Il y en a encore, hein, dans des régions campagnardes.
enfin, dans le Jura, il y a toute une tradition de la boucherie, de la petite boucherie. Dans le Gros de Vaud, je pense il y en a aussi. Mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont et difficiles et peut-être, enfin, plus ou moins mal valorisés symboliquement en tout cas. Alors que c'était pas le cas il y a un siècle, hein, c'était peut-être le contraire. Mais voilà, du coup, ouais, c'est c'est plein de questions intéressantes, en tout cas pour moi, mais je pense que ça intéresse d'autres gens. Mais effectivement, je dirais aussi une des différences dans cet abattoir de campagne, c'est que votre héros, Arthur Jolissaint, va globalement passer un petit peu par tous les postes. Euh, Est-ce que le plus dur, est-ce que c'est justement cette zone où on amène des bêtes vivantes et qu'elles ressortent mortes pour lui dans votre livre? Oui, je pense que c'est le plus difficile, ouais, et c'est ce que disaient les collègues à l'abattoir, le plus dur, c'est d'être avec les bêtes vivantes et du coup de les accompagner à la mort. Donc oui, ça c'est le plus dur. Et puis pour répondre à la partie, oui, c'est vrai que un abattoir de taille moyenne, on a encore cette vue d'ensemble et on peut aussi. Alors bon, il y a les postes qui sont réservés aux bouchers formés, mais pour les personnes non formées, comme moi, et les manœuvres dont je parle principalement dans ce livre, donc pour ces personnes-là, il y a quand même moyen d'être au début de la chaîne de production, donc accompagner les bêtes vivantes, les mettre à mort et commencer à les préparer pour les bouchers. Après, les bouchers préparent tout ce qui est éviscération, dépeçage et découpe. Et puis ensuite, c'est de nouveau des manœuvres qui amènent les bêtes dans les frigos, ce que raconte bien Joseph Pontus dans son énorme abattoir. Euh, ouais, voilà. Et du coup, par la voix de votre narrateur, Arthur, vous nous livrez finalement, enfin, vous nous racontez les discussions entre les ouvrières et les ouvriers, enfin, on va dire les ouvriers parce que c'est quand même globalement masculin. Vous livrez différentes observations, ils ont différents points de vue, et finalement, enfin, par exemple, le moment où le chef raconte qu'il ne faut pas perdre de temps avec les fraissures parce que de toute façon, plus personne n'en mange. Finalement, il y a vraiment une grande évolution dans notre manière de consommer de la viande. Oui, ouais, évidemment, il y a les supermarchés qui nous jettent à la tête du filet et encore du filet à prix cassé, parce que c'est quand même sur le filet à prix cassé qu'ils se font les plus grandes marges. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à attirer les clients dans leur magasin, j'imagine. Enfin, voilà, c'est ces logiques de marché qui font que pour consommer, pour avoir une infinité, enfin, il faut que les rayons soient toujours pleins de filets, toujours pleins du meilleur morceau le plus cher. Et évidemment, bah, pour ça, ça présuppose un gâchis terrible de tous les bas morceaux que de moins en moins de gens mangent. Voilà, que ce soit les abats ou les pieds de porc ou je sais pas moi. Donc évidemment, c'est une manière de consommer la viande qui n'a plus aucun rapport avec, voilà, on fait boucherie à l'automne et puis on essaye de garder des parties en conservation, en salaison ou au congélateur pendant l'année. Ça n'a plus aucun rapport avec ça. Maintenant, le rapport industriel, c'est voilà, il faut que les grands supermarchés aient toujours de tout dans leur rayon. Et voilà, s'il n'y a plus de chipolata en paquet de 8 et puis en paquet de 4, eh ben, enfin, il faut qu'il y ait les deux, quoi. Il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait que le choix du consommateur et de la consommatrice soit toujours infini. Et du coup, j'ai l'impression, enfin, finalement, la politique ou les points de vue autour de ça s'immiscent régulièrement dans la conversation des employés. Puis j'aimerais vous lire un petit passage qui m'a fait, voilà, qui m'a interpellée. Ça devient normal, ouais, dit Charles, de se lever à 2 heures du mat pour patauger dans le sang avec les porcs qui hurlent. C'est clair qu'on s'habitue, mais quand on prend du recul, il faudrait que ça se sache. C'est une question d'éducation. Tout le monde devrait savoir. Mais après, ça fait scandale, il dit en se reprenant. T'avais vu cette prof qui avait emmené sa classe dans un abattoir? Je crois qu'elle avait reçu un blâme. C'est les parents qui s'étaient plaints. Tu sais quel âge avaient les élèves, je demande? Je sais pas, peut-être 15, 16 ans.
Ouais, je sais pas quel âge serait le bon. C'est peut-être un peu jeune, 15 ans, mais à un certain âge, je trouve aussi qu'il faudrait savoir. À la majorité, en tout cas, dit Charles. Comme il y a de la sensibilisation à la circulation routière ou des cours d'éducation sexuelle, ça pourrait faire partie, je sais pas, d'une éducation environnementale ou alimentaire. Ce serait marrant. Imaginez s'il fallait passer par l'abattoir pour obtenir un permis de manger de la viande. Est-ce que vous aimeriez que votre livre soit lu par des étudiantes, des étudiants? Est-ce que vous pensez que effectivement il nous manque parfois un petit peu d'éducation par rapport à tout ça, qu'on aime bien ne pas voir ce qui se passe? Oui, ben, c'est toute la question de la délocalisation. Voilà, on délocalise depuis des dizaines d'années les industries sales, les industries pénibles, que ce soit l'industrie minière, le textile, voilà, la boucherie aussi est délocalisée. Alors, délocalisée, là, c'est en tout cas hors des villes. Et puis, c'est vrai que la consommation se passe principalement dans les villes. Voilà, ça fait 2 siècles que les animaux ne sont plus tués dans les villes. C'était une décision voilà, du Second Empire, non, je sais même plus, 1810 en gros. Euh, et puis bon, donc ouais, délocaliser, relocaliser. Moi, je trouvais intéressant de relocaliser l'abattoir et puis la souffrance qu'il peut y avoir ou la saleté. Parce que voilà, c'est une saleté dont on peut se débarrasser si on la voit pas. Euh, mais là, je me disais, bon, la ramener au centre du débat peut-être, la ramener au centre des regards et puis la ramener en ville quelque part, parce que, je ne sais pas si le livre est particulièrement une activité ou un produit citadin, pas forcément, mais quand même, les maisons d'édition sont beaucoup en ville. Euh, donc ouais, ramener ça au centre des regards, et puis après sur cette question De l'éducation? de l'éducation, ben, pareil, est-ce qu'il faut lire ce livre, à quel âge? Ben, j'ai pas la réponse. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on a la possibilité, avec ce livre entre autres, bah, il y a il y en a plein euh, qui parlent voilà, de production, qui parlent aussi d'abattoirs ou qui parlent de... Enfin, je pense à La Vache de Beat Sterchi qui racontait l'abattoir et l'élevage. Alors, c'était plutôt dans les années 50-60 que lui en a fait l'expérience, même si son livre a été publié dans les années 80. Mais donc oui, euh, parler de ça et puis bon, permettre à celles et ceux que ça intéresse de faire un peu cette visite guidée et puis d'avoir accès en sensation à, à- voilà, aux bêtes et puis à ces métiers-là. Alors effectivement, il y a des bêtes, il y a du sang, il y a des poils, des ongles, des yeux, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui y travaillent. Donc on a dit hein, principalement quand même des hommes. Dans cet environnement, comment est accueilli Arthur ou vous, voilà le trentenaire philosophe qui vient s'essayer comme ça au métier de l'abattoir? Alors, accueilli bras ouverts, j'aurais envie de dire. Premièrement, accueilli aussi ben, facilement, parce que forcément, c'est des métiers qui sont pas très, dans le langage marketing, on dirait sexy. Mais non, c'est des métiers qui sont pas très attrayants, qui donnent pas très envie, et puis où il y a beaucoup de, là aussi en marketing, de turnover, beaucoup de rotation, beaucoup de départs, parce que voilà, c'est des métiers un peu, dans le langage social, on dirait bas seuil. C'est facile d'accès, c'est facile d'y entrer et d'en sortir. Voilà, oui, je raconte l'entretien d'embauche, ça se passe un peu comme bon, vous voulez travailler? Bon, ouais, d'accord, lundi prochain, ok. Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est en fait, ça a aussi quelque chose à l'heure où on se casse la tête sur les choix professionnels, sur les carrières, ça a aussi quelque chose de terriblement rassurant, et ça, Joseph Pontus le dit aussi, comment l'usine peut être quelque chose de nourricier, enfin, voilà, tu veux travailler, il y a du travail. Et ça a quelque chose de rassurant, ça a quelque chose d'accueillant, de savoir qu'on peut trouver de quoi manger dans un lieu comme ça. Euh,
voilà, ça arrive à beaucoup de gens d'être en galère de travail. Je pense que c'est important de se rendre compte que c'est aussi un métier qui soulage, qui soulage quand on a envie de se sentir utile et puis envie d'avoir un salaire, même si c'est pas un grand salaire, on a quand même peut-être plus de plaisir à travailler là qu'à ne pas travailler. Est-ce que dans toutes ces rencontres que vous avez faites, il y a un profil type des ouvriers d'abattoir ou justement c'est plutôt assez très divers? Bon alors, ouais, encore une fois, c'est un petit abattoir de campagne, donc il y a une grande proximité avec le monde paysan et avec la petite paysannerie qui peine à joindre les deux bouts. Et voilà, des gens qui ont une ferme et qui travaillent à l'abattoir à côté, des gens qui ont eu une ferme. Je pense à mon personnage féminin voilà, qui avait une ferme, qui a pu la remettre, qui voilà, multiplie les petits boulots à l'abattoir, faire la plonge dans un restaurant, faire des ménages, et puis encore donner un coup de main à la ferme de ses fils. Voilà, il y a des choses comme ça où, oui, c'est un milieu, alors un profil type, non, c'est un peu dur à dire. Voilà, des gens qui s'appellent Charles et qui travaillent à l'abattoir. Là aussi, c'est un peu loin du profil type. Mmh. Des gens cultivés, des gens. Voilà, donc un peu loin peut-être loin, comment dire, des clichés. Enfin, on s'en éloigne un petit peu. Et après, bon, c'est un petit abattoir de campagne, encore une fois, donc c'est pas le milieu beaucoup plus ouvrier des grands abattoirs de Gade que décrit Mmh. Joseph Pontus. Et du coup, Arthur va créer des liens d'amitié assez forts avec, avec ses collègues, notamment avec Hamza, avec qui il va faire les trajets en voiture, et qui justement, lui aussi, a une deuxième activité rémunérée. Parce qu'effectivement, il faut savoir que dans cet abattoir, vous travaillez 3 jours sur 5, et du coup, ça suffit pas pour nourrir voilà, ça ne suffit pas pour nourrir la famille, et du coup, il y a plusieurs autres activités. Si c'est pas indiscret, vous pourriez nous indiquer une fourchette de salaire? Vous avez le droit de Euh, pas répondre. non, bon, bah, c'est payé à l'heure, hein, déjà. Mmh. C'est pas des CDI, c'est pas des contrats, voilà. Et puis c'est payé, je sais plus, 20 ou 23 francs de l'heure. C'est pas grand-chose, ouais. Du coup, après, ça dépend des heures qu'on fait, mais si on commence à 3 heures du matin, puis que des fois on finit à 8 heures, des fois on finit à 11 heures, on est payé jusqu'à quand on finit, donc le salaire varie pas mal. Après, il me semble que, ouais, faudrait, je sais pas, c'est autour Mmh. de 2 500 francs par mois, Mmh. voilà. Et puis ça, c'est pour ouais, du travail en gros à 60%, ouais. Et du coup, c'est pas non plus évident à gérer, ben, les activités de l'à côté, de l'abattoir. Ça a des conséquences sur, la vie de vous et mais aussi des autres ouvriers et ouvrières. D'ailleurs, Hamza, par exemple, ne dit pas qu'il travaille à l'abattoir, mais il dit qu'il travaille à la boucherie. C'est vraiment, vraiment si peu valorisé et ça dégoûte vraiment presque les gens? Je pense que oui, je pense que ça peut être difficile, ça peut être un travail un peu stigmatisant, ça peut être difficile à porter comme ça au premier abord, quand on voilà, quand on se demande, ce qu'on fait beaucoup en Suisse, moins dans d'autres pays. Mmh mh. Mais voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enfin, Travail. quel est ton travail? Ouais, on s'identifie pas mal par notre travail, ce qui est encore une fois moins le cas, je sais pas moi, qui vis un petit peu, en Espagne, en Catalogne par moment, il y a une volonté de ne pas parler de travail pendant les congés. Je pense au bar ou au resto ou je sais pas, on parle pas de travail, ça se Mmh. fait pas. En Suisse, on est un peu bizarre avec ça, si on compare, hein. On parle beaucoup, voire tout le temps de travail et on se définit pas mal par ça parce que voilà, c'est une manière de faire qui est pas forcément, mauvaise, hein, mais disons que ça peut, ouais. Donc on ne dit pas vous le disiez? Je travaille à l'abattoir? À vos proches? Ouais, bon, bah, pour moi, c'est un peu différent parce que j'avais toujours un pied dehors, hein, mais ouais,
ça peut être, et les collègues aussi. Ça, c'est intéressant parce que du coup, un abattoir qui embauche dans des conditions assez précaires, 2 ou 3 jours par semaine, c'est aussi un abattoir qui force, mais qui permet de travailler à côté, d'avoir d'autres activités. Euh, et puis donc ces autres activités, ben c'est justement, c'est peut-être plus par ça qu'on va se définir ou qu'on va se présenter. Mmh. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Enfin, qu'on soit paysan à côté ou qu'on ait un travail en boucherie ou un travail Livreur. d'artiste. Moi, je pouvais toujours m'en sortir en disant que j'étais en train d'essayer d'écrire un livre. Vous avez réussi, c'est bien. Les ouvriers dans cet abattoir font, enfin, il y a beaucoup d'humour, de gags aussi. Parfois, ils s'amusent même pendant qu'ils travaillent. Et j'aimerais que vous nous lisiez un deuxième extrait, si vous êtes d'accord, Laurent, aux pages 137 et suivantes. Donc c'est dans un chapitre qui s'appelle La panne. Arthur! C'est Fred qui me tend les mains avec une rate dedans. Je lâche mes rognons et je me prépare à réceptionner. Un élan pour viser et il lance la rate et son filet à travers les 3 postes qui nous séparent. Elle vole avec la coiffe à la traîne dans une courbe qui finit entre mes doigts. J'arrache la coiffe et je vais chercher une grappe d'organe chez Capucine. Puis je taillade en jetant un coup d'œil à Fred de temps en temps. Il est courbé dans le porc et il a l'air de suer pour finir de l'ouvrir en deux et lui arracher les entrailles. Il donne des coups de couteau dans les bords de la cage thoracique, la tête dedans et les bras jusqu'au coude. Il commence par le système digestif. Il enlève les tripes de bout en bout. Les boyaux tombent dans une énorme cuve qu'il a en dessous avec un éclat mouillé de merde à moitié digérée. Puis il sort la rate et enfin le système respiratoire avec le cœur et puis le foie et les rognons encore accrochés. Tout tient par des canaux et des lambeaux savamment épargnés entre les coups de couteau. Je vais chercher une fraissure chez Capucine et je plante la trachée au chariot. Je me retrouve vers Fred juste à temps pour me prendre une rate en pleine poitrine et la coiffe qui me claque sur l'épaule. Tu l'attendais pas, celle-ci, lance Fred en riant. J'arrache la coiffe et je la mets dans une caisse avec les autres, déjà figées dans leur graisse froide comme des filets plâtrés. Je regarde Capucine qui va chercher les organes nobles en marchant sur le tapis. Elle les inspecte et jette les foies véreux. Puis elle laisse des échantillons dans de petits récipients en inox destinés au laboratoire de son chef, le vétérinaire cantonal. Elle accroche le reste à la barrière de son poste et c'est moi qui prends le relais. Arthur! Cette fois, j'ai le temps de voir arriver la rate et sa coiffe battant l'air, comme des plumes derrière un volant. Je la réceptionne et je souris, comme Fred avec sa tête à moitié cachée dans la poitrine d'un porc. Il se marre, le salaud. En coupant le foie avec ses 2 ailes qui pendent, j'imagine le jeu de paume à la cour de Louis XIV si les bouchers avaient été invités. On se serait lancé des rats et des paquets de tripes avec des courbettes et des perruques en se prévenant: tenez, très cher, tenez. Pour pallier la panne et pour gagner du temps sur nos pieds qui glissent dans la graisse, on se lance des bouts d'animaux. Ça a un côté décalé et interdit, et du mouvement, des regards, des trucs qui rappellent le jeu. Se rire de la mort, c'est peut-être ça le danger. On devrait garder l'air sérieux pour que tout le monde puisse se reconnaître en nous voyant et se surprendre encore de la violence du lieu malgré un tableau neutre et sans effusion. La surprise des gens propres peut prendre sur le fond lisse de la solennité, tandis que les rires et les éclaboussures du jeu sont trop marqués, elles font trop de bruit pour l'ignorance et l'innocence. Si ça avait jasé comme ça, on aurait dû s'en rendre compte plus tôt que ça ne tournait pas rond. Mais là, à baigner dedans, on avait vite fait de retrouver le corps qui n'est pas si compliqué en matière de plaisir. C'était ça l'intolérable. Un amusement, un éclat de rire, c'est déjà une volupté, le jeu sauvage avec la mort. D'autant plus drôle qu'on se retrouvait loin de nos remparts de machines et de froideur, avec nos semblables sur le fil du rasoir, à leur hauteur. Des cannibales on était.
On avait bien vu leur compassion, leur manière de gratter le copain sous l'aisselle et de lui courir après. Et si, au quotidien, la machine remplaçait les corps et qu'on pouvait singer des distinctions de civilisés, sa panne nous rappelait à balancer les bras, à lancer et à éviter, à se faire des clins d'œil et des sales coups, des enfantillages au milieu du charnier, en dépit de lui. Et alors, perdant de vue un moment l'horreur où on baignait et le tableau que devaient préserver celles et ceux qui, dehors, voulaient de la viande sans se salir les idées, renversant un moment les règles dans un carnaval de la chair, on était vraiment ensemble. Quelque part, on s'amusait. Et à vrai dire, j'ai aimé ça. Merci beaucoup, Laurent Voisard. Cette scène, elle vous est vraiment arrivée? Vous vous êtes reçu une rate en plein poumon? Oui, le convoyeur est vraiment tombé en panne. Il y a vraiment eu des moments où il fallait jongler un peu avec avec des bouts d'animaux pour essayer de combler les trous qui étaient d'habitude ceux qui Magnifique. séparaient les postes et qui étaient d'habitude comblés par le convoyeur, Il, la il- chaîne. il faut rire parfois dans ces moments-là. Il faut prendre un peu de distance, sortir un petit peu de la réalité. Mais il faut rire, en fait, c'est assez naturel, je pense. Bon, pas pour. Ouais, je pense que ouais, c'est un peu un réflexe ou c'est quelque chose qui vient assez vite de voir le décalage entre ce qu'on est censé ressentir ou ce qu'on ressentait au début et ce qu'on ressent sur le moment, dans un moment voilà, un moment qui s'approche du jeu, comme je décris. Donc ouais, ce décalage peut faire rire. Après, il y en a d'autres, hein, mais je pense que l'humour, c'est aussi une manière de s'extraire un petit peu de cette réalité parfois pénible. Arrêtons-nous un petit instant sur un personnage en dehors de l'abattoir, celui de Gabrielle. C'est une amie d'Arthur qui travaille, il semblerait, dans une sorte d'association antispéciste ou de défense des animaux. Et puis elle raconte qu'à force de regarder des images tournées dans les abattoirs pour sélectionner justement l'image un peu la plus percutante, elle se rend compte qu'elle s'habitue finalement au drame, alors que c'est enfin, au drame, à la mort des bêtes, alors que c'est une militante convaincue. Finalement, il y a un parallèle parce que Arthur aussi s'habitue. On s'habitue vraiment à tout. Après 6 mois, vous étiez complètement habitué à couper, enfin voilà, à faire ce qui se fait dans un abattoir. Ouais, s'habituer complètement, c'est une bonne question. Oui, on s'habitue. Et puis, ben, comme dit Gabriel, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Peut-être qu'on n'a pas envie de s'habituer. C'est une question, une question, enfin, une des questions du livre. Euh, ouais, comment est-ce qu'on s'habitue et qu'est-ce qu'on fait de cette habitude? Est-ce qu'on a envie, après, dans le discours qu'on tient, bon, premièrement, on s'habitue jamais complètement parce qu'il y a toujours aussi des résurgences, voilà, des premières impressions ou des bizarreries. Il y a des rêves que je relate qui sont soit des rêves que j'ai faits, soit des rêves qui m'ont été racontés. euh, Où voilà, il y a ces résurgences un peu inconscientes, enfin Mhm. carrément inconscientes, qui peuvent se produire. Donc il y a ça, il y a les premières impressions qui reviennent, avec lesquelles on renégocie parfois. Enfin voilà, donc il y a le souvenir qui revient. Et puis après, il y a le discours qu'on veut tenir, selon si on est boucher, manœuvre, Antispéciste. si on est antispéciste. Il y a toujours évidemment le discours qu'on a envie de tenir qui nous fait être plus ou moins près de telle ou telle émotion. Donc voilà, je pense qu'on choisit dans une certaine mesure par le discours et par notre entourage. Donc, enfin, est-ce qu'on le choisit? Voilà, bonne question. Mais on peut tenir des discours différents et puis insister plus ou moins sur telle ou telle émotion. Et justement, Gabrielle va raconter à Arthur qu'elle a des scènes filmées de son abattoir où il a travaillé
Alors, en l'occurrence, il n'est pas sur les images, mais il y a Hamza, son ami, qui est en train de tuer des bêtes. Quelle est la réaction d'Hamza quand il voit ces images? Alors, une réaction de surprise et puis, bah, je pense, le sentiment d'avoir été pris au piège. Voilà, comme un piège vidéo, comme, comme il y en a pour les bêtes sauvages dans la nature. Voilà, d'avoir été filmé à son insu, d'avoir été engravat, comme on dit en catalan, gravé en espagnol aussi, enregistré. Voilà, à son insu, je pense que c'est quelque chose d'assez délicat. Ouais. Arrêtons-nous un petit instant encore sur la construction du roman. Dans chaque chapitre, vous proposez des sortes de respirations, je les ai appelées comme ça, pour les lectrices et les lecteurs, des contrepoints. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un contrepoint en littérature? Mais je crois que ça vient d'abord de la musique, hein. Oui, c'est un mot que j'ai pris à la musique. Je pense que j'ai dû voir ça aussi dans d'autres livres, mais je sais pas. Enfin, je pense pas être spécialement original en proposant des contrepoints, mais oui, c'est vrai que ça vient de l'idée de sauf erreur, de la complémentarité entre la mélodie et la basse. Donc, ouais, le contrepoint, oui, une idée de complémentarité pour donner des respirations hors de l'abattoir. Et puis, voilà, donner des points de vue, que ce soit sur des questions plus intimes, des questions au repos, des questions du coup qui sortent vraiment de l'usine, et puis aussi des questions de paysannerie, d'élevage, des souvenirs, d'autres. Voilà. Hem, Avant de laisser la parole au public pour quelques questions, j'imagine qu'il y en aura quelques-unes, ce matin. Je voulais simplement vous dire bravo parce que vous avez reçu récemment le prix RTS, du public. C'était il y a 2 semaines, je crois. Qu'est-ce que ça change pour vous? Comment vous vivez cette expérience en tant qu'auteur d'un premier roman? Ben, c'est une reconnaissance. Alors, je déplore un peu que ce soit pour un seul livre. Bon, il paraît que c'est le jeu, mais on était quatre. Il y avait 4 livres qui avaient été retenus parmi 40. Donc, déjà, enfin, ça salue une littérature romande qui est vivante. Premièrement, ça salue des textes qui sont soignés, voilà, qui sont intéressants, que ce soit celui de Sonia Bechler, celui de Julien Sansonance ou celui de Fanny de Sarzan. C'est des textes qui donnent envie d'être lus, donc c'est pour ça que je tiens aussi à répéter leur nom pour qu'on... Ben voilà, ouais, le système de la compétition, c'est vraiment un système délétère, comme le dit très bien Sonia Bechler dans le roman Vraiment. Mon Dieu, faites que je gagne. Enfin, donc oui, on se fait bassiner, on se fait laver le cerveau. Désolé, mais là, mais le langage du marketing et le langage du consumérisme, le langage du capitalisme, où il faut toujours qu'il y ait un seul et unique en haut de la pyramide, et que ça soit l'homme. Voilà, non, ben ça fonctionne pas, hein, on est d'accord. Donc ouais, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être dans ce système compétitif? Qu'est-ce qu'on fait Donc voilà, ça c'est première réaction. Comment déconstruire le haut de la pyramide? Alors, est-ce qu'il faut y aller? On peut toujours vouloir aller plus haut pour déconstruire plus haut, depuis plus au sommet. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais essayer de se regarder dans les yeux déjà, essayer de se regarder entre ouvriers et autres au même niveau, parce que voilà, c'est un peu le même discours que tiennent les églises, mais qu'on est au même niveau, quoi. Donc ça, c'est aussi une des choses qui, je pense, est saluée par le prix de la RTS, c'est euh, ce milieu ouvrier, ce milieu paysan, de la petite paysannerie dont je parle dans ce livre.
Donc il y a ça aussi et puis qu'est-ce que ça change à ma vie? Alors ça apporte une bonne dose de reconnaissance dont je suis moi-même très reconnaissant. C'est super sympa et puis d'être heureux. Heu, mais ça amène aussi beaucoup de stress. Bon, c'est quelque chose, j'étais pas habitué à cette exposition, à avoir enfin des interventions orales enregistrées. Moi qui suis vraiment quelqu'un plutôt de l'écrit, de la lenteur, c'est assez difficile d'être dans l'immédiateté des médias. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez, un petit peu pénible, mais évidemment, c'est le revers d'une pièce très agréable. Merci, de vous être livré. Je propose, de faire tourner maintenant, le micro, pour le public, pour les quelques questions et puis ensuite, après les quelques questions, on fera encore une petite, lecture d'un dernier, extrait pour terminer cet entretien. Alors, qui se lance? Messieurs, dames, madame devant et puis après il y aura monsieur. Bonjour. Moi, je voudrais savoir si vous avez frappé à la porte de nombreux éditeurs avant d'en trouver un qui soit d'accord de vous éditer. Bonne question. Ouais, j'ai commencé par frapper à la porte d'en bas et puis, ils étaient pas forcément dans un bon moment, ils m'ont pas, tellement écouté. Heu, j'ai fait un petit tour. Je l'ai pas envoyé à beaucoup, hein, mais je sais que je l'ai envoyé à des choses que je trouvais beaucoup trop, enfin déconnectées. Mais, ouais, je l'ai pas envoyé à beaucoup, mais je sais que ouais, j'avais un peu le rêve de le proposer à minuit, puis je l'ai proposé à minuit. Puis j'étais là, oh, en leur disant, ah, j'ai lu Claire Baglin, que j'ai beaucoup aimé. Vous savez, moi aussi, j'ai travaillé au McDo. Puis je l'ai. Parce que voilà, Claire Baglin a ce livre qui s'appelle En salle, qui est génial. Enfin, que j'ai trouvé génial. Donc ouais, il y avait ça. Puis après, j'ai fait un petit tour et puis je l'ai retravaillé beaucoup. Je l'ai coupé en deux. Enfin, j'ai taillé dedans jusqu'à ce qu'il fasse la moitié de ces 400 pages originales. Et puis, ouais. Et puis, quand il avait bien maigri et qu'il avait un peu une tête plus présentable, je l'ai représenté à en bas, qui m'ont écouté cette fois, qui m'ont lu. Et c'était très chouette. Ça a été le début d'une super histoire. Et ouais, je pense que ça a vraiment du sens chez En bas. Voilà, parce que c'est un livre qui parle, si on veut, des gens d'en bas, qui parle d'un truc ancré dans une réalité locale. Enfin, du coup, ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment la maison d'édition chez qui il devait être. Et ça, c'est chouette que ça se termine comme ça. Super, merci. Il y avait une autre question, par là-bas. Merci. Merci beaucoup pour ce livre que je suis personnellement en train de dévorer sans mauvais jeu de mots, et que je trouve très fort. Ma question c'était, vous évoquiez tout au début l'intérêt que vous aviez pour le monde du travail, et vous disiez, j'avais pas en tête de devenir cette tête ou de devenir ce corps. Et c'est une expression que j'ai trouvée assez parlante, assez éclairante. Et du coup, j'aimerais vous retourner la question, quelle tête et quel corps est-ce que vous avez l'impression d'être devenu après cette expérience ou avec cette expérience? Ben, ouais, je vais me vanter un petit peu, mais quand les professeurs d'un mémoire que j'avais fait sur le graffiti, donc un rapport très physique, très matériel, très corporel à l'écriture, voilà, l'idée de griffer, gratter, faire rentrer dans la matière, et puis marketing aussi, parce que je parlais de ce qui s'est fait appeler le graffiti inverse, le reverse graffiti, alors même que c'est de l'inscription dans la matière, mais c'était cette mode autour de 2010-2012 qui a culminé avec les JO de Londres, où Procter Gamble a réussi à faire des graffitis au Karcher, d'images de petits bonshommes qui nettoyaient Londres pour justement effacer les graffitis et faire, voilà, comme dans ces campagnes en général, éloigner la pauvreté du centre.
Donc, ouais, très intéressant donc j'avais fait un mémoire là-dessus. Et puis, j'avais envie de continuer. Et puis je me disais, les professeurs m'ont dit, ah ouais, mais vous voudriez pas faire un doctorat, tout ça. Je trouvais ça super intéressant. Puis je leur ai répondu que leur proposition était super, mais que, en fait, je préférais aller travailler à l'abattoir. Et, euh, et du coup, ouais, c'était assez cocasse, évidemment. Et, euh, et puis, j'avais envie de j'avais envie de continuer à travailler dans les jardins, parce que c'était déjà ce que je faisais depuis 5 ans à l'époque. Maintenant, ça en fait 12. Donc voilà, j'avais envie de continuer à être jardinier, continuer à avoir un effet direct sur les choses, voilà, en plantant des plantes, en arrachant d'autres quand il faut, enfin en taillant des arbres, en construisant des petits murets, et des choses comme ça. C'est quelque chose d'assez satisfaisant, d'être encore à ce niveau-là, ouais, dans les jardins. C'est assez facile. Enfin, on œuvre plus facilement pour la vie. Voilà, ça donne toutes sortes de possibilités assez chouettes de créer des petites niches pour, voilà, que ce soit les hérissons, les insectes, tout ça. Donc c'est assez chouette. Ça, et puis ouais, devenir une tête, ben oui, j'avais donc cette idée en finissant les études d'essayer d'être un peu moitié-moitié. Et puis d'être jardinier et pourquoi pas d'écrire des trucs, que ce soit des livres un peu romans ou des. Je savais pas trop quelle forme pourrait prendre le travail intellectuel. Il y avait aussi l'enseignement que j'aime beaucoup, même si j'avais peur d'y être un peu piégé par peut-être le confort ou peut-être le fait que c'est un boulot très prenant aussi. Donc voilà, essayer ouais, de trouver un équilibre, voilà, corps et esprit, c'était un défi que j'avais envie de me mettre. Enfin, ou plutôt, je m'imaginais mal vivre autrement. Et puis, ben, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un peu ces deux métiers. Enfin, je sais pas à quel point écrire des livres, c'est déjà un métier, mais en tout cas, C'en est un, c'en est un. bah, oui, bien sûr, c'en est un, mais je sais pas si ça en sera un pour moi. Ça, je suis pas sûr, mais un peu quand même. Merci. Il y a encore une question juste devant. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai 2 questions. Est-ce que votre expérience dans les abattoirs, a changé votre manière de consommer de la viande? Est-ce que vous mangez de la viande actuellement? Et une question que je me pose en tant que pour les lecteurs qui n'auraient pas encore lu votre livre, hem, qu'est-ce qu'on fait si on a peur du dégoût? Si on a peur de voir le sale? Alors, ouais, le dégoût, c'est vrai que ça fait partie de l'expérience de ce livre. Euh, le dégoût, ben, peut-être plus au début, peut-être qu'on s'y habitue aussi à la lecture, à voir. Euh, le dégoût, ouais, ça me fait penser à une pièce de théâtre que j'ai vue à La Grange qui était très intéressante où, du coup ça thématisait le dégoût comme réflexe é- évolutif, ou voilà, dans l'évolution, ce qui nous dégoûte, on essaye de s'en éloigner. C'est intéressant de savoir, ben, pourquoi ça. Bon, enfin, du coup, est-ce que c'est ouais, comment faire? Ben, je sais pas si on a envie de surmonter son dégoût ou de l'affronter. Ça, c'est à chacun, chacune de choisir. Voilà, de s'intéresser à pourquoi ça nous dégoûte et puis qu'est-ce qu'on va en faire, ou est-ce que ça nous dégoûte pas. Il y a aussi des gens que ça dégoûte pas du tout de lire cette réalité. Enfin, je discutais encore il y a une semaine ou deux avec un ami paysan qui me disait que son fils avait travaillé dans un abattoir. Il était allé faire un stage et, sauf erreur, il avait 13 ans. Et ça lui avait paru complètement normal. Donc voilà, mais, un abattoir pour un. Alors je sais pas à quel point ça l'était vraiment, ou à quel point c'était un discours qui tenait. J'ai pas discuté avec le fils. Mais donc
voilà, chacun ses réalités et puis ouais, et chacun son seuil de goût et de dégoût. Moi, personnellement, par rapport au rapport à la viande, il y a une des premières réactions que j'ai eues d'une amie libraire à Espace Noir à Saint-Imier. Euh, Elle me dit: Ah, maintenant dans mon frigo, il y a un cervelas qui me regarde bizarrement. Et je sais pas quoi faire avec lui. Ça, bah, je trouve que c'est assez chouette parce qu'elle avait vraiment voilà, cette idée de ouais, l'ontologie orientée objet, voilà, la vie du cerveau-là. Et ouais, bon, voilà, je trouvais ça assez super. Donc oui, mettre en question, après le but, c'est pas forcément d'y répondre, mais de remettre en question un peu, ouais. Vous êtes végétarien? Non, non, non. Alors, est-ce qu'il y a une toute dernière question? Je ne crois. Madame, une toute dernière, puis après on fera une dernière lecture. Merci Laurent. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus comment dire, un témoignage. Moi, j'ai habité au pied du Jura. Alors, j'habitais une ferme, une maison juste derrière la ferme, et chaque année, ils tuaient un cochon. Et il y a le tchacaillon qui venait. Et c'est vrai que c'est par rapport à ce jeune de 13 ans, là-bas dans cette région, en fait, chaque année, ben, il venait tuer le cochon, mais quelque part, ce cochon, il était honoré. Alors c'est sûr, moi je me rappelle du coup, c'était avec un pistolet, hein, une et le tuer, j'ai entendu ça. Moi j'avais des petits-enfants, donc on les a gardés un peu à côté. Mais le cochon, dans le froid de l'hiver, il y avait toute la chaleur du cochon en fait. Mais je me rappelle qu'après c'était tout un truc familial et environnemental, où après les parties, tout de suite ils faisaient la saucisse au chou, ils utilisaient les boyaux pour faire le tout, où on cassait ensemble les noix pour faire la saucisse au chou mélangée. Il y avait un côté heureux en fait de partager en fait ce cochon qu'elle allait nourrir. Et c'est pas si vieux, hein, c'est les années 90. Et donc c'est ce que je peux comprendre d'un jeune de 13 ans qui a vécu peut-être ça dans sa ferme. Et quelque part, c'est l'intention qu'on a après en travaillant. Enfin, je vois ça comme ça. Donc, comment on voit différemment, parce que quelque part c'est sale, mais on est fait de tout ça nous-mêmes. Ça n'a rien de plus deg que nous. Et bêtement, je me rappelle de mon beau-frère, on skiait, puis il s'est pris dans un sapin, puis je me rappelle d'avoir soulevé sa tête, puis qu'il y avait tout qui pondait. Ben oui, ben oui, le truc, c'est le truc, on est fait de ça. C'est de revenir à, c'est nous, voilà, Ouais. c'est tout. Ouais, 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 Enfin, je sais complètement. pas. Bah, je partage complètement cette réflexion. Je trouve ça génial. Ouais. Autant sur nos humeurs à nous, donc les humeurs qui nous constituent, sur voilà. Enfin, j'avais une amie quand je travaillais à l'abattoir qui me parlait, qui avait fait le parallèle avec ce qu'on ne sait pas de l'accouchement. Bah, c'est vrai, les humeurs de l'accouchement, bon, c'est vrai que c'est pas rose non plus. Euh, ouais, enfin, il faut pouvoir en parler, j'ai l'impression. Après, le double sens du tabou, donc le tabou autant comme stigmatisé, qu'on n'a pas envie de voir, mais le tabou un peu sacré, un peu celui auquel on rend hommage, comme vous disiez. Donc il y a un peu ce double sens qui est intéressant. Ouais, en effet, quand on regarde le documentaire de Jacqueline Veuve et Yves Yersin, le panier à viande, c'est bien ça, c'est bien le tchacaillon qui vient à la ferme, et voilà. Et la vie de l'animal qui a un sens et qui est honoré. Il y a dans La Jungle, Upton Sinclair parle de ces porcs auxquels il n'est pas offert euh, le don de la mémoire, le cadeau de la mémoire et l'hommage d'une larme, quelque chose comme ça, où la mort est devenue mathématique. Donc, ouais, les abattoirs de Chicago dont il parle, qui ont vraiment inventé ça. Il y a un autre livre magnifique de Jacques Damad, Les abattoirs de Chicago, qui parle de comment, en gros, les abattoirs de Chicago ont été un entonnoir pour les grandes plaines des États-Unis, pour mettre toutes les céréales qu'on pouvait faire pousser à la volée, et où on pouvait aller faire paître les troupeaux à la saison de la récolte. Donc directement, c'était les troupeaux qui faisaient la moisson, et ensuite on les amenait grâce au rail jusque dans les abattoirs, et puis l'abattoir était vraiment l'entonnoir vers la consommation. Puis après, il manquait juste ah ouais, mais à qui on va la vendre, cette viande?
Et du coup, ils ont trouvé les débouchés, ils les ont créés, ils ont fait le cornet de Supermarché. beef, etc. Mais donc, ouais, donc et d'ailleurs, ben, les abattoirs de Chicago ont inventé la chaîne de production avant le Taylorisme, avant les usines Ford. Mm. Donc voilà, donc c'est vrai que là, on est vraiment dans un rapport complètement différent. Et puis, dans l'artisanat, on est obligé de trouver des sens un peu par le rituel, un peu par le... mais oui, on doit trouver des sens à la dureté, on doit trouver des sens à notre physicalité, à notre corporalité un peu problématique, voilà, où on n'est que humain, on n'est que un corps. Euh, ouais, heureusement pas que, mais ouais, mais c'est vrai qu'on doit dialoguer avec ça et je pense que euh, si on s'éloigne trop du monde paysan, si on s'éloigne trop du monde des bêtes ou des plantes, enfin si on s'éloigne trop de ça, c'est vrai qu'on a tendance à perdre un peu certains sens. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord de nous lire un dernier passage pour clôturer cet entretien? Page 104, 105. Merci beaucoup. Donc oui, un passage qui parle vraiment du travail à la chaîne. Après les salutations, on bosse sans parler. On règle le rythme d'épilation des pores pour avancer aussi vite l'un que l'autre et on laisse faire les muscles. Raser, trouer, tourner, raser, trouer, suspendre et on envoie. On tire le suivant, on le met en position, on enchaîne. Je me demande encore comment j'en suis arrivé là. Devenir rouage dans une machine de mort, gants de maille contre gants de maille, automate posé le long du convoyeur, parallèle à sa froideur. Et pourtant je sens que je rejoins un groupe qui a de la peine, mais qui est fier d'assurer sa tâche, au charbon comme au front, ou simplement ensemble contre la montagne de travail et le rythme de la machine. Pour les gens qui ne pourraient pas le faire eux-mêmes, pour leur éviter l'effort et le dégoût, on désanime, on nettoie, on prémâche, on s'en charge. De temps en temps, Dylan ou moi prenons le chalumeau pour donner un coup de main à Hamza. Et de temps en temps, Charles passe voir si on n'a pas trop de porc sur la table et assez sur le rail. Hamza essaie de garder entre 3 et 5 porcs là-haut, entre sa crémaillère et les postes surélevés des bouchers. S'il y en a plus, les porcs se coincent et il doit aller les tirer à la main ou presque, avec un crochet au bout d'une perche. À chaque fois, je compatis avec les cochons morts. Hamza, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il essaie de ne pas en faire monter trop, mais assez pour approvisionner les bouchers. Et nous, on approvisionne Hamza en tentant de ne pas le surcharger. Charles en fait de même pour nous, et Philippe pour lui depuis les écuries. La chaîne est réglée de regards d'hommes et de femmes, peu de femmes, qui travaillent en essayant de se caler sur un même rythme et qui gueulent pour ajuster, plus vite ou plus lentement, qui courent plus souvent qu'ils attendent, une chaîne pressée, mais assez humaine en somme. À notre poste, il y a des restes d'individualité chez les porcs. Une touffe de poils en plus, un ongle à arracher, une nécrose au jambon, un kyste sous la panse, mais à part ça, et quelques pattes cassées dans la machine, ce sont inlassablement 100 kilos de viande chaude et molle qui nous arrivent entre les mains, et l'épileuse qui tourne dans ses jets d'eau et de flammes. Hamza le faisait remarquer, au moins il fait chaud. Sylvain dit que ça deviendra dur en été. Pour l'instant, c'est appréciable. L'hiver, on choisirait l'enfer pour le climat. Merci beaucoup, Laurent Voisard, pour cet entretien, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, cher public. Vous pouvez, oui, l'applaudir Merci. bien fort. Merci. Merci.